D'accord? Et quand je dis qu'on peut l'étendre à d'autres choses, on peut faire en fait des tests immunogéniques. Mais avant de parler de chacun des tests immunogéniques, y compris le, le test de Mantoux, qui est le PPD test, test contre la tuberculose, quels sont les principes derrière? OK? Alors, les principes derrière, on va parler de l'immunoassay. L'immunoassay, c'est simplement un test immunologique. C'est simplement ça. Un test immunologique, excepté que là, c'est dit en anglais, immunoassay. OK? Et ici, dans le cas de l'immunoassay, on va faire un test in vitro en utilisant une réaction anticorps-antigène pour en fait détecter la présence d'antigènes ou d'anticorps pour euh, une cible donnée. De manière spécifique, assumons que nous ayons ici un agent infectieux qui est inconnu et que d'un autre côté, nous avons des anticorps, euh, des anticorps spécifiques, d'accord? Et ici, ces anticorps spécifiques, dans le cadre de cet exemple, sont des anticorps spécifiques contre Treponema pallidum. Et Treponema pallidum est une bactérie. Cette bactérie est la bactérie qui provoque la syphilis chez l'homme. D'accord? Alors, si nous avons ces anticorps spécifiques contre Treponema pallidum, on va les mettre euh, en présence de la enfin, on va le mettre en présence d'un échantillon qu'on a obtenu d'un patient, d'accord? Et si il y a attachement de l'anticorps à, à l'échantillon qu'on a obtenu, on va dire que la réaction est positive. Et si la réaction est positive, on va dire que cet échantillon contient la cible de l'anticorps. D'accord? Donc, une fois que c'est établi, là, on va dire que ah, eh bien, la cible est bien présente. OK? Donc, on peut faire cible inconnue. L'anticorps, lui, il est connu. On peut également faire un anticorps inconnu avec une cible connue et on fait une réaction. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a reconnaissance, comme quelqu'un l'a dit un peu plus tôt, est-ce qu'il y a formation du complexe antigène-anticorps? Et s'il y a formation du complexe antigène-anticorps, on va pouvoir faire un diagnostic et dire que la personne souffre de syphilis. Oh, la personne souffre de HIV. La personne souffre de tuberculose ou d'ulcère de Bureli, ainsi de suite. Okay? Donc, cette spécificité d'attachement entre l'anticorps et l'antigène est ce qu'on met à contribution dans les tests sérologiques ou dans les tests immunologiques. Vous me suivez? Allô? Vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. OK. Donc, au niveau de la sérologie, on va utiliser des examens in vitro, OK? Et exploiter la relation ou la formation du complexe anticorps-antigène pour établir un diagnostic.
Alors, bon, on parle de sérologie, mais c'est quoi un sérum? Est-ce qu'il y a une différence entre un sérum et le plasma, entre le plasma et le sang? Qu'est-ce que vous comprenez? La question s'adresse à la classe. Est-ce qu'il y a une différence entre le sang, le plasma et le sérum? Ou est-ce que c'est la même chose? C'est une différence. OK, c'est quoi la différence? Si le sang est constitué de plasma et de globules rouges, le sérum est constitué uniquement d'anticorps et le plasma est composé de cellules immunitaires. Monsieur, dans le sang, on retrouve le sérum et le plasma. Le plasma a des propriétés anticoagulantes et le sérum a des propriétés coagulantes. Mhm. OK. Alors, ça c'est très bien, mais je veux quand même apporter une précision euh, que dans le sang, il n'y a pas que les globules rouges. Dans le sang, il n'y a pas que les globules rouges, il y a aussi les globules blancs. Donc, lorsqu'on considère le sang, il y a euh, deux segments ou deux fragments à considérer. Il y a ce qu'on appelle les formed elements. Il y avait ce qu'on appelle les formed elements. Alors, pour votre information, j'enseigne aussi l'anatomie et la physiologie, hein. Il y a les formed elements et puis il y a le plasma. Ensemble, ça fait le sang. Le sang, ce sont les formed elements plus le plasma. Alors, c'est quoi les formed elements? Les formed elements sont les globules rouges les globules rouges, les globules blancs les globules blancs et les plaques, les platelets. Les plaques ou les plaquettes? Oui, allez-y. Je ne vous suis pas. Alors, Ce vous dites quoi? ce sont les plaquettes sanguines, monsieur. OK, les plaquettes. There we go. Les plaquettes. Donc, les formed elements sont tout ce qui est cellulaire ou dérivé cellulaire. Donc, ça, c'est la partie qui n'a rien à voir avec les protéines, c'est la partie cellulaire et les fragments de cellules, les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs. Ça, c'est une portion, voilà, une portion du sang. Et puis maintenant, l'autre portion du sang, c'est le plasma. Et le plasma, là, on va avoir tout ce qui est
protéines du complément, beaucoup d'eau, les anticorps, les sels, y compris comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. Donc, vous avez ici, vous avez l'eau, vous avez les globulines, vous avez tout ce qui est protéines, protéines du plasma, vous avez les sels, et parmi ces sels, bien entendu, il y a des agents coagulants, d'accord? Parmi les globulines, il y a des agents coagulants, d'accord? Parmi les protéines du plasma, il y a les albumines, il y a les anticorps, enfin, les anticorps font partie des globulines. Et puis maintenant, dans le plasma, il y a le sérum. Et le sérum, c'est la partie qui contient tout ce qui est immunologique, y compris les globulines. D'accord? Donc, tout ce qui est albumine, tout ce qui est fibrilline, qui fait partie de la coagulation, ne fera pas partie de ce qu'on va appeler le sérum. Comme l'a bien dit quelqu'un un peu plus tôt. D'accord? Donc, ces éléments-là, c'est important de se souvenir, c'est important de se souvenir de la différence. Ceci étant, le sérum, c'est la portion fluide du sang après la formation des caillots sanguins. En fait, ce que ça veut simplement dire, c'est que ce sont les globulines qu'on va retrouver principalement dans le sérum. Et dans les globulines, il y a les immunoglobulines. Et leur nom indique simplement que ces globulines font partie du système immunitaire ou de la réponse immunitaire, peu importe la manière dont on veut le placer. OK? Donc, l'examen sérologique, c'est simplement un examen qui permet de détecter la présence ou non d'anticorps. Est-ce que l'anticorps est là? Oui. Est-ce qu'il n'est pas là? Non. À ce moment-là, on peut faire un diagnostic. On peut parler de séronégativité lorsque les anticorps ne sont pas présents. Ça veut dire qu'on n'a jamais été exposé à un antigène. Et on parle de séropositivité lorsque les anticorps sont présents. Donc, quand on parle du HIV et qu'on fait, par exemple, le diagnostic, certaines personnes sont séropositives, certaines personnes sont séronégatives, mais il faut savoir que la séropositivité, la séronégativité, ce sont des termes génériques. Et il ne faut pas nécessairement, parce que malheureusement, chez nous, quand on entend que quelqu'un est séropositif ou séronégatif, on pense tout de suite au VIH, alors que ça peut être beaucoup de choses. On peut être séropositif à la tuberculose. On peut être séropositif à l'hépatite. On peut être séropositif à tous les agents infectieux qui sont communs autour de nous. La question, c'est de savoir, quand on fait le diagnostic, est-ce qu'on utilise le sérum pour déterminer la présence de cet agent infectieux, oui ou non. Si on utilise un sérum, à ce moment-là, le résultat va être
que la personne est séropositive ou séronégative. D'accord? Et puis, il y a le concept de séroconversion. Au niveau du concept, au niveau de la séroconversion, en fait, il y a tout un processus. Et quand on parle de processus, on parle par exemple de cas de personnes qui ont été exposées à une infection. Être exposé à une infection ne veut pas dire qu'on va nécessairement développer une réponse immunitaire spécifique face à cette exposition-là. Parce que simplement, euh, la, la réponse immunitaire innée peut être tellement efficace qu'il n'y a pas de temps ou même de nécessité de développer une réaction immunitaire adaptive. Et quand ça se passe, vous ne verrez jamais les traces d'une infection chez un individu. Par contre, lorsqu'il y a exposition à un agent infectieux et que le système immunitaire prend une semaine ou 2 semaines pour développer une réponse immunitaire spécifique, cette période-là est une période pendant laquelle le système immunitaire va mettre en place une cascade de mécanismes pour la production d'anticorps. Et ce processus-là de formation d'anticorps est ce qu'on va appeler la séroconversion. Donc, on était séronégatif, peut-être le premier jour de l'exposition, le deuxième jour de l'exposition, le troisième, le quatrième jour de l'exposition. Au septième jour, le corps a déjà eu le temps de mettre en place l'immunité adaptive et de développer des anticorps. Après 7 jours, on a ces anticorps-là et donc on devient séropositif. D'accord? On était séronégatif, on devient séropositif. De la même manière, ça peut prendre plusieurs mois pour passer de séronégatif à séropositif. La question que je vais vous poser est la suivante. Est-ce qu'il est possible de passer de séropositif à séronégatif? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à un agent infectieux? Allô? Oui, monsieur, c'est possible. OK. Monsieur, Alors, est-ce que vous pouvez expliquer comment c'est possible? Monsieur, moi, je pense que c'est possible dans le sens où c'est pas forcément une maladie qui va vers la chronicité et après un traitement, on peut en guérir. OK. Est-ce que parce qu'on guérit d'une maladie, on devient séronégatif parce qu'on est guéri? Non, monsieur, pas forcément, puisqu'il y aura toujours présence des anticorps. OK. Et alors, comment est-ce qu'on explique qu'on peut passer de séropositif à séronégatif? Si vous pensez que c'est possible. Monsieur, vous pouvez réitérer la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Disons que vous avez eu le palu et qu'on a fait un test sérologique, on trouve que vous êtes séropositif au palu. Est-ce qu'on peut imaginer que
après un temps, vous deveniez séronégatif au palu. La même chose s'applique au VIH, la même chose s'applique à d'autres affections. Est-ce que c'est possible de passer de séropositif, donc présence d'anticorps, à séronégatif, absence d'anticorps? Monsieur, moi, je ne pense pas que c'est possible. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas possible? Monsieur, parce que quand on est malade du genre le palu, quand on a le palu, il y a les anticorps qui vont être produits. Uh-huh, Mais quand on va guérir, il y a certains anticorps qui vont rester dans l'organisme pour être uh-huh, prêts à une prochaine infection. uh-huh. Donc, Et on la aura question, toujours des anticorps présents dans notre organisme. OK, très bien. Là, maintenant, la question que je vais vous poser, c'est que ces anticorps vont rester dans l'organisme jusqu'à quand? En d'autres termes, est-ce que ces anticorps ne vont jamais devenir inactifs ou être détruits ou être perdus? Qu'est-ce que vous pensez? Monsieur, Oui, monsieur, si par exemple on prend le cas d'une personne qui est maintenant immunodéprimée, ces anticorps-là ne pourront pas être détruits et puis la personne ne devra plus avoir d'anticorps. alors, revenons d'abord dans un cadre d'une personne qui n'est pas immunodéprimée. Après, on peut adresser l'aspect immunodépression. Dans le cas d'une personne qui n'est pas immunodéprimée, qui a surmonté la maladie et qui a su éliminer la maladie, est-ce que, du moins l'agent infectieux, est-ce que c'est possible d'envisager une possibilité où la personne devient séronégative?